Bonjour, je suis Julie Hertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à la rencontre? Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit bonus 5 étoiles sur Apple Podcast et en le partageant à votre entourage. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julie. Je suis ravie de t'accueillir alors pour ce hors-série dont la vocation est de pouvoir apporter un peu de matière, de conseils à tous ceux qui sont en pleine réflexion, soit d'orientation, soit de reconversion, mais je dirais plus globalement aussi de sens dans leur travail. L'idée, c'est d'interviewer des experts un peu qui interviennent à différents moments, qui apportent aussi des choses complémentaires à toutes ces personnes. Et d'où ta venue. Alors, Emmanuel, que je te présente rapidement et en même temps, je peux pas faire plus court parce que tu as beaucoup d'activités, mais tu as de multiples casquettes puisque tu es à la fois anthropologue de formation, tu as enseigné aux États-Unis, tu as travaillé au Proche-Orient avant de rejoindre le monde du conseil en organisation chez Juliette Sterwen, dont tu diriges entre autres le lab recherche et prospective. Mais c'est pas fini, tu es également coach en développement personnel et surtout auteur de nombreux ouvrages et notamment 2 livres dont on va parler aujourd'hui plus particulièrement. Le premier, c'est Les talents cachés de votre cerveau au travail. Je crois que c'était ton 2e ou 3e livre, si je ne dis pas de bêtises. Et le tout dernier bébé qui sort le 7 octobre, c'est-à-dire dans une semaine, qui s'appelle La stratégie du poulpe. Alors, si je peux résumer, mais je ne suis pas sûre, tu me corriges surtout, ton dada, c'est les neurosciences appliquées au monde de l'entreprise. Et ça, c'est un vaste, vaste sujet. Alors, autant te dire que j'ai beaucoup de questions à te poser pour mieux comprendre tout ce que ça signifie et surtout en quoi ça peut être utile à tous ceux qui nous écoutent. Alors, Emmanuel, après cette longue introduction, 1000 merci d'avoir accepté mon invitation à quelques jours de la sortie de ton livre. Et je te propose de démarrer par une première question. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que signifie et à quoi correspond le métier d'anthropologue? Alors, merci Julie d'abord de ton invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ces différents sujets. Donc, merci pour cette belle introduction. Alors, un anthropologue ou une anthropologue, déjà pour bien comprendre ce que c'est que cette formation, c'est important de revenir à l'étymologie. Moi, j'adore revenir à l'étymologie pour comprendre le sens des mots. Ça vient du grec. Anthropos, c'est l'humain et logia, c'est l'étude. Donc, en fait, l'anthropologie, c'est la science qui étudie le comportement des sociétés humaines. Et l'anthropologue, il va se demander ce qu'est un être humain et comment se forment les groupes, les sociétés. Et c'est une discipline qui est vraiment importante, voire essentielle pour comprendre la société aujourd'hui, le monde de demain et l'entreprise au sens large. Donc, c'est bien de la recherche. Et justement, j'aimerais que tu nous expliques un peu ce qui t'a amené dans ton parcours à passer de ce monde de la recherche au monde de l'organisation et au monde du conseil. Comment se sont faits en fait un peu ces passages? Et puis, peut-être une deuxième question un peu parallèle, c'est de te demander quand même si c'est pas frustrant à un moment donné, justement, de finalement cibler cette recherche au monde de l'entreprise et que au monde de l'entreprise. Alors, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est le hasard des rencontres qui fait le parcours. Moi, j'ai fait de l'anthropologie par hasard. Vraiment complètement par hasard. J'ai intégré le HESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales, après ma cagne. Je suis une ancienne cagneuse. Donc, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé les lettres. Et j'avais entendu parler d'une école qui était assez atypique déjà, qui vient du courant des annales, le HESS, de tout le courant de Fernand Braudel, qui était transdisciplinaire, c'est-à-dire qui ne mettait pas en silo les sciences sociales, c'est-à-dire qu'il y avait une interconnexion, un côté très systémique, déjà, comme on dirait aujourd'hui, des apprentissages, et ça me convenait très bien. Ça me convenait très bien et j'ai intégré vraiment par chance. J'avais un projet qui a plu. Je faisais de l'histoire également à l'époque et j'avais envie d'être plus sur le terrain. Et l'anthropologue, il est sur le terrain, c'est-à-dire de sortir de mes bibliothèques et de mes livres et d'aller voir vraiment comment ça se passait. Et l'anthropologie, c'est une science fabuleuse qui se mélange extrêmement bien d'ailleurs avec les autres sciences humaines et sociales. Et pour répondre à ta deuxième question, ça a été un très gros deuil quand j'ai quitté
l'idée de faire de la recherche fondamentale pour intégrer le monde de l'entreprise. Et j'ai toujours voulu retrouver cette dynamique de recherche. Pas la recherche fondamentale parce que j'avais du mal à m'insérer dans un temps long. Et la recherche fondamentale, c'est toujours un temps long. C'est un temps qui n'est pas très transposable à une réalité immédiate et concrète. Et moi, j'avais besoin de m'insérer sur quelque chose de plus dynamique dans la temporalité. Mais j'ai toujours voulu retrouver cette dynamique de profondeur, de vérité scientifique aussi, confrontée à une vérité plus opérationnelle, à une réalité terrain aussi qui m'intéressait. Et les deux mélangés font quelque chose de fabuleux, à savoir de la recherche opérationnelle, de la recherche appliquée qui est dans un temps court, qui est moins valide scientifiquement que de la recherche fondamentale, mais qui sert aux gens, qui sert aux entreprises, qui sert dans les programmes de développement des compétences qu'on met en place. Et du coup, j'ai voulu recommencer à écrire, recommencer à publier, ce qui fait une production littéraire aujourd'hui. Et c'est vrai que ce que tu dis dans cette recherche, que ce soit applicable, on le ressent aussi dans ton livre, les talents cachés de votre cerveau, où il y a vraiment une partie un peu exercice, quoi, enfin, conseil à appliquer dans notre vie de tous les jours, dans notre vie professionnelle. Donc, ça effectivement. Alors, bon, je suis quand même très orientée sur la partie orientation et donc à destination des ados et de leurs parents. Selon toi, en fait, quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ton parcours d'orientation et que tu souhaiterais un peu transmettre aujourd'hui ? Alors, j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de bons conseils. Je ne sais pas si je les ai tous écoutés. Mais c'est peut-être le premier conseil, c'est de pas tout écouter, justement. De pas tout écouter, peut-être, oui. Mais j'ai reçu le conseil de faire plusieurs cursus en parallèle. C'est ce qui me définit. J'ai toujours fait. C'est une des choses qui me définit, en tout cas. J'ai toujours fait plusieurs choses en parallèle. Ça date pas d'aujourd'hui. Je suis sortie de Cagnes et à partir du moment où je suis sortie de Cagnes, j'étais en fac d'histoire, j'étais à l'école des hautes études en sciences sociales en même temps. Puis après, j'étais aux États-Unis et puis j'ai fait des sciences politiques. Et puis j'ai continué l'anthropologie en parallèle. Puis après, j'ai fait un DESS, à l'époque ça s'appelait un DESS, les masters sur tout ce qui concernait l'aide au développement et l'aide humanitaire. Et en parallèle, je faisais encore de la recherche sur des sujets anthropologiques. J'ai toujours essayé d'exploiter le temps que laissait la recherche universitaire, enfin l'université plus précisément, pour faire plusieurs cursus en parallèle parce que j'avais le temps. On a le temps de faire ça quand on est en cursus unique. Donc, moi, je me disais, je vais en faire 2, peut-être 3. J'ai fait de la sociologie en même temps. Enfin, j'essayais d'exploiter le temps au maximum pour faire des choses qui m'intéressaient. Peut-être pas des choses forcément considérées comme très utiles à l'époque, mais que j'arrivais à insérer dans une utilité pour moi et en tout cas dans une continuité de parcours. Et est-ce que tu avais à ce moment-là une volonté de métier ou non ? Ce qui était important pour toi, c'est d'apprendre, en fait, d'acquérir un savoir, quoi. Alors, j'avais pas une volonté de métier. Ça a commencé un petit peu plus tard. J'ai intégré une école de commerce. Par la suite, j'ai intégré HEC pour avoir plus une volonté métier, justement, une orientation métier. Mais c'était la première fois qu'un anthropologue entrait à HEC. Et puis c'était complètement orienté, très opérationnel pour avoir un bagage financier pour pouvoir justement tenir la route en entreprise, puisque j'avais fait beaucoup de choses qui m'intéressaient beaucoup, mais qui étaient difficilement applicables au monde de l'entreprise. Donc non, pas d'idée métier. J'essaie de ne pas me fermer de porte ou de m'enfermer le moins possible. Et ça va me mener sur le deuxième conseil que j'ai entendu, c'est l'idée de faire des choses pour lesquelles j'avais à la fois du goût et du talent. J'avais pas de talent pour plein de choses et j'ai pas fait ces choses-là. Donc, faire les choix et pour aller vers ce qui te plaît et ce sur quoi tu étais plus doué, quoi. Exactement. Okay. Et à l'inverse, est-ce que tu as identifié un conseil vraiment très mauvais pour lequel tu penses essentiel de te battre ? Oh oui. Pas qu'un d'ailleurs. J'ai pas reçu beaucoup de mauvais conseils, je dois dire. J'ai du mal à en trouver un, mais j'en ai un néanmoins sur l'âge et l'expérience. On m'a souvent dit quand j'étais plus jeune, t'as pas encore l'âge pour faire ça. Par exemple, à l'époque, on n'entrait pas après une cagne à l'EHESS. C'est pas le cursus classique. Il fallait attendre d'avoir un master.
Voilà, c'était un autre type de cursus. Et puis, ça a quand même fonctionné. Puis, on m'a souvent dit, tu n'as pas assez d'expérience pour faire ça. À l'époque, on me disait même, tu n'as pas assez de cheveux blancs pour faire ça, pour aller voir ce client, pour faire cette démarche. Voilà, ça, c'est le type de conseil contre lequel j'aimerais un petit peu me mettre à distance. Et puis, le type de conseil qui dit, voilà, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Comme pour l'édition, par exemple, hein, c'est très difficile de publier des livres, très difficile de publier dans la presse, ou c'est très difficile d'intégrer telle école ou tel cursus, ou de partir aux États-Unis avec une bourse étudiante. Voilà, on m'a souvent dit ça. J'ai toujours pris le conseil en mesurant la hauteur des marches, mais je m'en suis toujours distanciée aussi, puisque peu d'élus, ça veut dire qu'il y a quand même des élus. Tu regardais de l'autre côté de la barrière. Ouais. Tu me fais beaucoup penser, alors tu as écouté beaucoup d'épisodes, mais tu me fais beaucoup penser dans ce discours-là à Laura, qui est coach de Thomas Pesquet, parce qu'elle disait exactement la même chose avec, dans chacune de ses expériences, en fait, cette fraîcheur en fait, d'arriver sans avoir peur justement de ce qu'il attendait, et justement cette fraîcheur qui lui a permis parfois de réinventer la façon de faire les choses et de bousculer des règles établies, et qui lui ont permis de briller. Enfin, quand je dis briller, c'est d'exceller dans ce qu'elle a fait, parce qu'elle a su faire les choses complètement différemment d'un ordre établi. Et je trouvais que c'était à la fois hyper courageux et assez brillant, quoi. Oui, je l'écouterai avec plaisir, d'autant plus que je pense que c'est une grande force. Et moi, j'ai eu la chance qu'on me transmette ça, c'était que tout était possible. Voilà, que c'est l'idée de se dire sky is the limit. Voilà, tout est possible. Après, évidemment, avec énormément de travail. Et ça, c'est aussi quelque chose que je porte beaucoup. C'est-à-dire que c'est possible, mais qu'il y a des conséquences à ça. Alors, j'aimerais bien qu'on parle effectivement de ton livre, Les talents cachés de votre cerveau au travail. Alors, dans ce livre que tu as coécrit, en fait, vous exploitez les neurosciences, en fait, pour nous aider à cultiver notre intelligence émotionnelle. Donc, il y a beaucoup de notions que je trouve super intéressantes. Et finalement, mieux connaître notre cerveau, comprendre les mécanismes et nous permettre d'exploiter tout le potentiel. Alors, l'intelligence émotionnelle, dont vous parlez beaucoup dans ce livre, elle a longtemps été ignorée, voire peut-être même volontairement mise de côté dans les entreprises. On nous demandait, tu en parles à un moment donné dans une interview, de ce masque managérial. Pourquoi pour toi l'intelligence émotionnelle aujourd'hui est si importante ? Alors effectivement, on a voulu rendre le livre très pratico-pratique et très exploitable par tout un chacun dans son monde professionnel, mais aussi dans sa vie personnelle. Et pour ça, on a travaillé selon les grandes fonctions cérébrales du cerveau. Donc, on a 7 chapitres qui correspondent à autant de fonctions cérébrales. On a l'émotion, la décision, la motivation et l'engagement, la neuroplasticité et l'adaptabilité, la gestion du stress et de l'énergie, l'intelligence de soi et l'intelligence de l'autre, et l'intelligence de groupe. Et on a choisi de mettre l'émotion en premier parce que dans le cerveau, elle arrive en premier. Elle arrive en 3/10 de seconde, alors que la perception consciente d'une émotion arrive en plus du double. Donc, on s'est dit, c'est essentiel de commencer par un chapitre étoffé sur ce qu'est une émotion. Et si on comprend ce qu'est une émotion, on va comprendre ce que c'est que l'intelligence de l'émotion. Parce qu'on emploie souvent le mot intelligence émotionnelle sans décrire ce que c'est qu'une émotion. Et une émotion, c'est quelque chose de brut. C'est un matériel complètement brut contre lequel on ne peut rien. Donc, on ne peut rien faire contre sa venue. En revanche, on est responsable du comportement qu'on enclenche derrière. Mais il arrive que l'émotion arrive, que notre cerveau processe cette information, voire que notre corps se mette en mouvement avant même que j'en ai conscience. Typiquement, si j'ai peur en traversant la route parce qu'une voiture va manquer de m'écraser, l'émotion de peur va avertir mon cerveau qui doit envoyer un message à mes jambes pour que je me mette en mouvement. Et je n'ai même pas pris conscience que j'avais une émotion de peur à ce moment-là. Tout se fait complètement automatiquement avec une sorte de réflexe, c'est ce qu'on appelle l'émotion réflexe. Et du coup, l'intelligence émotionnelle, ça va servir dans la vie de tous les jours. Ça va servir dans la prise de décision, puisque l'émotion arrive avant la prise de décision, avant le raisonnement conscient. Donc, elle va servir dans le mode intuitif, elle va servir dans l'intelligence de groupe, cette intelligence émotionnelle. Elle va servir aussi à réguler ses propres émotions, puisque l'émotion, comme c'est quelque chose de brut, ça arrive un petit peu comme une balle. D'ailleurs, le vocabulaire
de l'émotion peut être un peu violent. On peut dire une émotion m'a frappé, m'a renversé. C'est quelque chose qui peut être brusque parce que c'est un matériel ancestral dans le cerveau. Ça visait à nous protéger au départ, donc à nous envoyer des messages très rapides qui allaient nous avertir, soit qu'il fallait se reproduire via la joie et le plaisir, soit qu'il fallait éviter une nourriture via le dégoût, soit qu'il fallait courir parce qu'il y avait un danger, soit qu'il fallait qu'on soit adaptable parce qu'on était en émotion de surprise, etc., etc. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment une compétence qui va permettre, en quelque sorte, de dresser ces émotions qui sont un peu brusques, qui arrivent rapidement, pour en faire quelque chose qui soit compatible avec la vie en société, avec le bien-être personnel, un bien-être organisationnel aussi, et puis une performance, bien sûr. Et du coup, c'est quelque part en être un peu moins esclave de ces émotions, finalement. D'en prendre conscience, c'est aussi de pouvoir savoir mieux les gérer, quoi, finalement. Absolument. Voire même peut-être de les anticiper, puisque j'imagine que... Enfin, je sais pas que j'imagine, c'est que je le sais, parce qu'en société, parfois, sans te rendre compte, mais il y a des situations ou des personnes, d'ailleurs, qui provoquent chez toi des réactions presque incontrôlables, et donc c'est hyper important de savoir un peu finalement d'en prendre conscience pour mieux les gérer et mieux les anticiper, peut-être un peu même les calmer, voilà, pour savoir mieux réagir face à des situations un peu particulières, quoi. Absolument, on est tous dans des schémas répétitifs sur certaines situations, et le plus vite on en prend conscience, le plus vite on peut les adresser pour pouvoir les apaiser, pour pouvoir aussi réévaluer cognitivement certaines situations. Alors c'est un mot un petit peu scientifique, juste pour dire prendre d'autres lunettes. En gros, on peut voir les situations à travers plein de yeux différents, plein de lunettes différentes. Et ça reste un choix de les voir à travers des lunettes sombres ou des lunettes un peu plus roses, sans que ce soit paillettes et licornes pour autant, hein, mais de manière plus positive en tout cas, avec notamment de l'imagerie mentale positive. Ce que font beaucoup les sportifs aussi, ils se projettent dans des situations de réussite, ce qui fonctionne aussi très bien dans la parentalité et puis dans la vie du quotidien. Je viens de faire un épisode, justement une interview avec un préparateur mental dans le sport de haut niveau, et c'est exactement ces méthodes-là qu'ils utilisent pour voir effectivement dans la visualisation pour le sportif, pour l'aider le jour de la compétition à acquérir déjà une expertise et à être plus performant le jour J. Ouais, effectivement. Alors, c'est des grands mots, mais je voudrais quand même qu'on discute à la fois de l'intelligence artificielle et des neurosciences. Je les ai associés, je pense que c'est des choses complètement différentes, mais je voudrais que tu puisses nous expliquer en quoi leur développement aujourd'hui a un impact sur à la fois nos métiers, mais plus globalement aussi sur nos propres vies professionnelles. Oui, alors c'est une question très intéressante, le lien entre l'IA et les neurosciences, parce qu'en fait, demain, il va falloir qu'on mise sur nos compétences proprement humaines et qu'on connaisse mieux notre machine. Dans le livre, on a écrit que ça viendrait à personne l'idée de prendre une voiture de course sans comprendre comment elle marchait, c'est-à-dire sans savoir comment la conduire. Et pourtant, on a sur nous l'organe le plus développé de l'univers, qui est notre cerveau, et souvent, on ne sait pas trop comment il fonctionne. Et l'intelligence artificielle va nous pousser dans cette connaissance-là et cette compréhension-là, parce qu'il va falloir qu'on mise sur notre intuition, chose que la machine, pour l'instant, n'a pas. Elle n'a pas d'intuition. La machine est capable de capter l'émotion de l'autre, voire de la capter mieux que nous, parce qu'elle la perçoit via des micro-signaux très faibles, le plissement des paupières, une lèvre qui se soulève un tout petit peu, les poils qui se hérissent. Une température corporelle qui augmente, que nous, on pourrait ne pas percevoir. Bien sûr, un rythme cardiaque qui change, une transpiration qui apparaît. La machine va le percevoir mieux que nous. Mais la machine n'a pas d'émotion elle-même. Donc, elle va avoir du mal à avoir cette notion d'empathie que nous, on peut avoir, nous les humains. Et si on a cette force d'empathie, c'est parce qu'on est né comme ça. Les enfants sont extrêmement empathiques dès la naissance parce que notre cerveau est câblé comme ça pour vivre en société. Donc, il va falloir qu'on exploite et qu'on développe le plus possible toutes nos caractéristiques humaines. C'est marrant ce que tu dis, parce que hier, en repassant mes questions, en fait, je me suis dit que finalement, c'était quand même... il y avait une vraie logique dans les livres, parce que finalement, j'ai l'impression que l'homme, aujourd'hui, se retrouve coincé entre l'intelligence artificielle qui va être meilleure que nous d'un point de vue rationnel,
parce que développant des capacités de réflexion bien plus puissantes que l'homme. Et en même temps, on a un peu, nous, oublié justement de savoir gérer nos émotions, que savent mieux le faire les animaux, en fait. Et donc, on se retrouve coincé un peu aujourd'hui à devoir retrouver notre place. Finalement, qu'est-ce qui fait l'homme et en quoi on doit être différent et accepter, en fait, de retrouver une position qui est peut-être un peu plus adaptée à ce qu'on est, nous. Et du coup, mieux exploiter un peu nos ressources, quoi. Alors, absolument. C'est pour moi le lien que j'ai vu de manière très, très directe entre mes différents ouvrages. J'ai commencé à travailler sur l'engagement, j'ai travaillé sur les neurosciences, un peu sur l'intuition, puis sur effectivement le vivant et la manière dont il pouvait nous inspirer, avec énormément de liens avec les neurosciences, parce que on est dans un monde qui va être de plus en plus technologique, qui va de plus en plus vite, et pourtant on voit que des modèles de lenteur sont extrêmement durables et performants. On voit que les modèles de changement de rythme ont une efficacité rare dans le monde animal. Les animaux savent changer de rythme, savent se régénérer. On a beaucoup de mal, nous, humains, à apprendre à se régénérer, à être en modularité de notre énergie. Donc, il y a des liens très forts qu'on peut faire sur ce retour au vivant, sur ce retour à des choses qui, par l'évolution darwinienne, ont montré leur efficacité. C'est-à-dire que l'évolution darwinienne est absolument sans appel. C'est-à-dire que toutes les espèces qui ne s'adaptent pas disparaissent. Et aujourd'hui, 99% des espèces qui ont peuplé la planète ont disparu. Donc, celles qui restent sont celles qui se sont adaptées. Et donc, l'intelligence artificielle va nous pousser finalement à revenir à des inspirations qui sont des inspirations simples, mais puissantes. C'est ça qui est passionnant, je trouve, justement, dans l'intelligence artificielle. Tu parles beaucoup de changement, justement. Et en même temps, tu expliques que l'homme est guidé donc, par le cerveau qui n'aime pas le changement. Donc, comment l'homme va être en capacité de s'adapter face à un monde qui est de plus en plus mouvant? Alors, le cerveau n'aime pas le changement parce que le cerveau, il pèse, il pèse quelques grammes seulement et il consomme un quart de notre énergie corporelle de la journée. Ça veut dire qu'à peine j'ai mis un pied en dehors de mon lit, j'ai déjà consommé un quart de mon énergie juste parce que mon cerveau existe. Donc, ce que le cerveau il cherche à faire toute la journée, c'est à s'économiser le plus possible, à prendre des chemins automatisés, à être en mode intuitif, qui va lui demander le moins d'efforts possible, parce qu'il cherche à survivre, tout simplement. Donc, c'est un organe extrêmement paresseux pour la bonne cause, pour survivre. Donc, il n'aime pas tout ce qui diffère de sa voie habituelle, parce que tout ce qui diffère va lui demander de sortir de ce mode pilotage automatique. Donc, en fait, il cherche à s'économiser pour économiser la fatigue mentale, pour économiser la prise de décision, etc. Donc, effectivement, ça le déboussole quand ça se transforme. Ce qui l'a rassuré finalement dans cette crise, c'est que tout le monde était géré un petit peu à la même enseigne, c'est-à-dire que finalement, personne n'avait de visibilité. Et le cerveau, un de ses attributs, c'est qu'il adore se comparer. Donc, il se compare aussi pour économiser de l'énergie. Et comme il se compare et il voit que les autres, finalement, sont dans le même bateau, ça le rassure un petit peu plus. Mais on a en nous cette capacité de plasticité. On est des Homo sapiens, on fait partie des primates et on s'est adapté à tout depuis le départ. C'est-à-dire qu'on est une espèce très adaptable. Et parce qu'on est adaptable, on va trouver ces ressources pour faire face à ce monde mouvant. On les a déjà trouvées, on a montré qu'on les avait trouvées. Et cette crise nous a aussi appris qu'on avait des ressources en nous, parfois inexploitées, qui parfois nous demandaient d'aller puiser dans des zones d'inconfort complètes. Mais néanmoins, on arrivait à les trouver dans ces zones d'inconfort complète, les ressources qui étaient bien cachées. Et souvent, on s'est impressionné nous-mêmes aussi avec ce qu'on était capable de mener de front. Selon toi, en fait, quelles seraient les principales compétences qu'on va devoir développer en fait dans le futur de notre travail? Alors, pour reboucler sur ce qu'on disait précédemment, l'idée va être de miser sur des compétences spécifiquement humaines. J'aime beaucoup l'idée d'apprendre à patiner, à dresser son intuition, c'est-à-dire à écouter davantage son intuition, à se mettre dans des configurations d'écoute, dans des temps qui sont des temps de vagabondage mental, qui pourraient être perçus comme non productifs et qui pourtant sont extrêmement productifs parce qu'ils permettent de la créativité. Ils permettent des idées nouvelles. Ce ne sont pas des temps de sieste, ce sont des temps où on pense, où l'esprit est libre de partir dans différentes directions.
J'aime l'idée de miser sur la partie émotionnelle, sur ce que les émotions font émerger aussi. J'aime l'idée de pouvoir développer ce que j'appelle l'impertinence élégante ou l'impertinence raisonnée, qui est une sorte d'esprit critique assumé par les organisations, assumé par la personne, qui arrive à challenger un système établi tout en maintenant la relation, qui arrive à donner du feedback en gardant le lien aussi très fort émotionnel. Et puis, j'aime l'idée qu'on arrive à bâtir en groupe, c'est-à-dire que le groupe arrive à être une entité complexe et intelligente. Et multiple. Et multiple et inclusive. Ouais. Alors, au sein d'une organisation, là plus particulièrement, je sais que vous avez travaillé aussi sur cette notion entre motivation et engagement, qui sont deux notions finalement qu'on exploite parfois et qu'on utilise de manière identique alors qu'elles sont finalement assez différentes. Est-ce que tu veux bien nous expliquer justement ce qui fait la différence entre ces deux notions ? Oui, alors on a eu de grands débats sur le sujet. J'avais publié précédemment en 2018 un livre qui s'appelle « Développer l'engagement de vos collaborateurs ». Donc, j'étais sensible à l'idée de la différence entre motivation et engagement. Dans le cerveau, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est dans les mêmes zones. C'est le circuit de la récompense. Et puis, ce sont des motivations qui, par exemple, sont développées dans des modèles comme le modèle de Deci et Ryan, qui est un modèle très connu de motivation. Mais l'engagement, c'est quelque chose de différent. Et je vais prendre un exemple pour expliquer ça. Tu peux être extrêmement motivé, toi, par une activité de marketing, par exemple. Tu aimes le marketing, tu aimes ça. C'est quelque chose qui te porte, qui te nourrit, qui te rend fier, qui te développe. C'est une activité qui t'épanouit. Donc, c'est une motivation. Et motivation, ça vient de movere, donc c'est le mouvement. Donc, ça te met en mouvement. En revanche, que tu fasses du marketing pour la Moutarda Mora, pour Facebook ou pour Orpi Immobilier, ça serait la même chose. Tu n'es pas engagé pour une structure. Tu es motivé par l'activité, mais pas engagé pour un manager, une équipe, une marque, un groupe, une direction. Et est-ce que les deux sont toutefois essentiels pour être performant dans une organisation ou bien tu peux être simplement motivé à titre individuel et pas forcément engagé. Enfin, tu vois, est-ce que les deux sont importants ? C'est un excellent point. Je perçois qu'il va y avoir une transformation radicale de l'engagement demain. C'est-à-dire que l'engagement aujourd'hui a une dynamique enfermante. L'engagement, ça vient de mettre en gage. Donc, il y a une notion de perte de liberté dans l'engagement qui demain ne sera plus acceptée par les nouvelles générations qui voudront s'engager sans perdre leur liberté pour autant. Hein. Et c'est souvent pour ça que les moins jeunes générations ou ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps perçoivent les nouvelles générations comme souvent peu engagées parce qu'elles ont des formes d'engagement multiples. Et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir repenser. On va devoir repenser pour que ce soit acceptable par tous, pour que finalement les engagements multiples puissent s'alimenter les uns les autres, puissent être transverses, puissent être hybrides, parce qu'on a encore des notions très sclérosées et très en silo des choses. Les types de contrats vont potentiellement évoluer, le tout CDI va potentiellement se transformer. Donc, l'engagement va être en mutation et du coup, il va être intéressant de le repenser à la lueur de la performance. C'est qu'est-ce que ça va vouloir dire d'être engagé demain dans une autre organisation. Évidemment, il va falloir de la motivation pour l'activité. Est-ce que cette motivation sera suffisante ou pas ? Ça, il va falloir le déterminer en lien avec les organisations, puisque si la motivation est forte, mais qu'elle est aussi au service de l'organisation, ça va fonctionner, même si les engagements sont multiples. Je comprends. Et est-ce que l'engagement, parce que tu parlais de cette vision, de cette ancienne vision un peu sclérosée de l'engagement. Moi, j'avais aussi une vision de l'engagement très enfermante des entreprises parce que très collective. Être engagé pour son entreprise, c'est boire, t'es chez Cadbury Schweppes, si tu bois une autre boisson que ce groupe, tu n'es pas engagé. Enfin voilà, ça pouvait aller vers des choses très caricaturales. Est-ce que cet engagement, finalement, il doit demeurer collectif ? Est-ce qu'il l'est forcément, d'ailleurs, collectif ? Ou est-ce qu'il peut être tout à fait individuel et pour autant très fort ? Je perçois plus l'engagement comme quelque chose d'individuel, mais potentiellement au service du collectif.
C'est-à-dire l'idée de l'engagement, ça va être de s'engager vis-à-vis de son équipe. Si je suis manager de mes collaborateurs, de mon propre manager, si je suis collaborateur vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis du groupe aussi. Mais c'est une dynamique, en tout cas, qu'on mesure de manière individuelle. Après, ce que tu évoques, ce sont des phénomènes de groupe, voire des phénomènes de mimétisme social qui parfois sont induits par la culture d'entreprise. Ce qui est encore un autre sujet. Parfois, il y a des cultures d'entreprise fortes dans lesquelles la différence est peu acceptée, acceptable ou souhaitée. Mais c'est encore un autre sujet. Mais l'engagement est un moteur individuel. Et après, c'est le collectif qui peut être un moteur d'engagement. Oui, travailler pour le groupe, en fait, voilà. c'est ça. Je peux travailler pour mon équipe, je peux être engagée pour mon équipe parce que je sais que si je ne travaille pas ou si je fais moins ou si je lève le pied, c'est eux qui vont devoir faire plus. Je comprends. Et une notion de solidarité forte dans l'engagement. Que tu dois d'ailleurs retrouver beaucoup aussi dans le milieu associatif. J'ai interrogé une déléguée générale du milieu associatif et je pense qu'effectivement, ces notions d'engagement collectif doivent être forcément un peu plus fortes que dans la moyenne. Tu parlais tout à l'heure, en fait, de cette importance aussi de valoriser aussi cette lenteur. Or, on est dans un monde qui s'accélère, on est aussi dans un monde où on va être de plus en plus dit zapper ou slasher, enfin peu importe. Et pourtant, moi, je trouve qu'il y a du bon dans le fait de savoir ne pas être dans la fuite, parfois, du changement, et de savoir se perfectionner. Je prends l'exemple d'un luthier qui peut passer des mois, des années à apprendre son métier, des mois et des années sur un même violon. Comment apprendre à muscler ta motivation pour ne pas être tout le temps dans la fuite dès qu'il y a une difficulté, puis d'avoir toujours ce besoin d'apprendre quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on ne peut pas aussi apprendre à apprendre quelque chose de nouveau en restant toujours au même endroit? Ouais, c'est un excellent point. C'est un excellent point. Je ne suis pas sûre d'avoir l'intégralité des réponses. C'est un sujet sur lequel j'aime bien réfléchir en ce moment. Il y a un apprentissage de l'effort qui est indispensable. Dans la stratégie du poulpe, je parle beaucoup de la difficulté désirable, c'est-à-dire du fait qu'on sait aujourd'hui qu'on apprend dans la difficulté. Il faut qu'elle soit désirable, cette difficulté, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit acceptable, mais que ce n'est pas dans le bonheur, le plaisir seulement qu'on apprend. Il y a une notion de peine dans l'apprentissage. On sait qu'on mémorise mieux un numéro de téléphone quand on s'est donné du mal à l'apprendre. Alors aujourd'hui, on ne mémorise plus aucun numéro de téléphone, mais une date en histoire, ou moi j'ai fait des études d'histoire jusqu'au doctorat, j'ai mémorisé un nombre de dates incroyable, je ne sais même pas comment j'ai fait pour les mémoriser, mais ce sont des moyens mémotechniques souvent qu'on met en place. Et plus on s'est donné du mal pour trouver le moyen de mémoriser, plus l'apprentissage va être pérenne et va être long. Et on s'en souvient pour les poésies qu'on a apprises enfant. Parfois, on se souvient de la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. On se souvient parfois aussi de la peine et de la lenteur avec laquelle on a réussi à l'apprendre, des répétitions qu'on faisait chez nous pour réussir à réciter devant la classe. Et ça, ce phénomène de poésie, il est essentiel parce que c'est ça qui fait qu'on va apprendre à mémoriser. Et il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est d'une part l'apprentissage de l'effort, parce que l'effort, c'est quelque chose de sine qua non dans l'apprentissage et puis dans le développement personnel. Un certain apprentissage de la résilience, ça veut dire de tomber, de se relever, de recommencer encore mieux. Un apprentissage que c'est normal, que c'est humain, que l'échec fait partie du vivant. Et ça aussi, c'est un des grands thèmes que j'ai développé dans la stratégie du poulpe, c'est que l'échec... ça fait partie du vivant, comme la mort fait partie du vivant, la fin de quelque chose, ça fait partie du vivant et qu'il faut qu'on apprenne à mieux finir. Et c'est pareil en entreprise, on a du mal à finir. C'est-à-dire que souvent, le départ est considéré comme une trahison, on cache le moment où on va postuler ailleurs, parce que c'est encore tabou, parce que la fin est considérée comme quelque chose de tabou, alors que la fin fait partie du vivant, comme le début et la naissance fait partie du vivant. Donc, c'est marrant ce que tu dis, parce que sur le départ, en fait, dans une société, moi, je me suis toujours fait la réflexion que quand quelqu'un voulait partir, il valait mieux souvent que le départ se fasse assez rapidement, parce qu'en fait, la personne qui part rentre forcément dans un processus de deuil de son entreprise. Et pour partir sereinement de cette entreprise, tu vas enclencher une mécanique où tu vas un peu critiquer cette entreprise parce que tu t'en détaches
Mais si on a besoin de se justifier, c'est bien qu'il y a un problème dans la vision du départ, c'est-à-dire que le départ n'est pas vu comme quelque chose de positif, alors qu'il pourrait très bien l'être. On peut très bien imaginer des entretiens d'embauche où on arrive dans un job et où on dise, bon, ben voilà, moi, je vais rester 2 ans. Je vous le dis, hein, je vais rester 2 ans, je vais apprendre ça, je vais donner tout mon cœur à l'ouvrage, je vais être très engagée, mais au bout de 2 ans, je passerai à autre chose parce que mon plan, c'est ça. Or, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Et si les recruteurs devaient entendre ça, ils seraient extrêmement sceptiques sur l'engagement de la personne. Or, il y a des cultures où c'est très classique, je pense notamment à la culture américaine ou nord-américaine, où c'est très classique de se projeter à court ou à moyen terme et d'être extrêmement engagé le temps du job. Parce qu'au final, c'est ça qui fait la différence, c'est l'engagement réel sur le terrain au moment où on y est. Et finalement, il n'y a pas une question de temps. Il n'y a pas de durée minimale pour s'engager finalement. Les entreprises sont frileuses à des durées trop courtes parce qu'un recrutement coûte cher, parce que retrouver un bon collaborateur ou un talent, ça coûte cher, c'est complexe et c'est ça qui nous freine. Mais on devrait arriver à penser un peu comme dans le vivant des écosystèmes plus larges, beaucoup plus interdépendants, hein, où finalement, partir d'une entreprise, ça serait y rester sous une autre forme, en tant que client, en tant que partenaire, en tant qu'ambassadeur, hein, en tant qu'alumni comme aux États-Unis, hein, des anciens élèves. On pourrait imaginer les anciens élèves de grosses structures. Et j'ai réfléchi sur ça pour un article sur le poly-engagement que j'écrivais pour la Harvard Business Review France. Et très rares sont les entreprises qui ont des systèmes d'alumni. D'anciens de l'entreprise. Il y en a quelques-unes. Elles sont très rares et souvent les associations sont assez peu actives alors que ça serait une force phénoménale. Ouais, super intéressant. Et, tout à l'heure, tu disais aussi ce culte, en fait, ou ce manque de conscience ou de reconnaissance du deuil, ce besoin perpétuel d'aller vers la rêverie, etc. C'est quand même super contradictoire avec le monde dans lequel on vit, beaucoup dicté par les réseaux sociaux et l'image, en fait, un peu uniformisée du bonheur, de la réussite, et puis le fait de nos enfants particulièrement, enfin, on est victime aussi de ça, mais ce côté, on n'a plus le temps de rêver parce qu'on est sans cesse inondé en fait d'images qui nous disent comment être heureux, comment vivre notre vie, quoi. Et ça, j'imagine que c'est pas forcément le meilleur outil pour développer toutes ces compétences dont tu parlais tout à l'heure. Il y a un outil qui est important, je crois, en grandissant, qui n'est pas facile à accepter, mais c'est cette impertinence élégante, c'est-à-dire c'est savoir aller à l'encontre de certains modèles, de certains schémas, savoir accepter sa part d'originalité, de différence aussi, parce que tout le monde a une part d'originalité et de différence. Et chercher à homogénéiser cette idée du bonheur, cette idée de schéma un petit peu plaqué, d'éducation, de relation. C'est pas forcément ce qui nous rend le plus heureux. Mmh. Et qui révèle le meilleur de nous, effectivement. Suite à tout ce qu'on vient de se dire là, est-ce comment, selon toi, l'entreprise doit évoluer pour s'adapter à tous ces enjeux futurs ? Ah, ça pourrait être un podcast en tant que tel, cette évolution en lien avec les enjeux. Il y a une multitude d'enjeux. Il y a évidemment l'enjeu du digital, il y a l'enjeu des nouveaux types d'engagement, il y a l'enjeu des attentes des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail et qui ont des modèles fondamentalement différents de ceux qui sont en train de quitter le marché du travail aujourd'hui. Donc, il y a des enjeux de transmission très forts. Il y a des enjeux aussi, je crois, d'interdépendance, de compréhension qu'on doit être dans des systèmes d'interdépendance. Dire on doit pouvoir dépendre des autres sans que ce soit négatif. Parce que ça va créer finalement des équipes solidaires. Hein. Puis je crois qu'il y a un concept d'anthropologie et d'ethnologie qui est inséré impérativement dans le monde de l'entreprise, c'est l'idée du don et contre-don. C'est-à-dire qu'il y a une vraie puissance du don dans les organisations qu'on a assez peu, hein, parce que l'idée du don et du contre-don, c'est que le contre-don n'arrive pas forcément après le don, que potentiellement il arrive d'un autre endroit, hein, et que quand on donne sans attendre spécifiquement un retour, on est toujours gagnant, que ce soit dans la vie ou dans les organisations. Hein. Et c'est aussi un des principes du réseau. Hein. Il y a, je pense,
dans ces modèles-là une inspiration à prendre du vivant de manière extrêmement forte. C'est-à-dire que le vivant a compris ces phénomènes-là. Il y a des phénomènes de collaboration interespèces très forts et surtout, on est dans des univers où l'interdépendance est tellement forte qu'il faut protéger le système tout entier. C'est-à-dire que il faut arrêter de voir les choses en silo parce que si la forêt brûle, il y a tout le monde qui brûle. Donc, cette compréhension-là, je crois, est importante pour nos organisations aussi. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai toujours été frappée dans les entreprises, même de taille assez petite, à quel point les services entre eux ne connaissaient pas le métier de l'autre et que ça a amené vraiment à beaucoup de difficultés de communication, et voire même de valorisation de l'apport de l'autre dans la valeur de l'entreprise, avec beaucoup de défiance et évidemment du coup, de fait, peu de solidarité. Et je trouve que c'est très intéressant des idées de vie ma vie et que chaque service puisse aller découvrir, si tu veux, le métier de l'autre aussi. Ça fait partie pour moi d'une meilleure communication, puis du coup d'un meilleur collectif, quoi. Bien sûr. Alors si on discute un peu plus de la génération de demain, des enfants qui vont arriver sur le marché du travail, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'elles sont de plus en plus zappeuses. On dit qu'aujourd'hui, les jeunes, on en fait aussi partie, même si on est plus vieux, mais sont beaucoup plus zappeurs que les générations précédentes et donc changent de métier plus régulièrement, changent d'entreprise. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour toi et voilà, est-ce que c'est pas non plus une fuite permanente et comment on peut optimiser et changer tout cela? Alors, j'ai pas de jugement de valeur sur est-ce que c'est une bonne chose ou pas, voire même pas d'opinion. Hein. C'est un fait sociétal, c'est-à-dire c'est un fait qu'on observe. Je trouve que ça rejoint ce qu'on se disait sur l'apprentissage de la difficulté. C'est est-ce que quand j'apprends à faire du vélo, si je tombe, est-ce que je me remets sur le vélo? Est-ce que je recommence jusqu'à y arriver? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend à faire du vélo. Ou est-ce que je m'arrête à la première difficulté en me disant, je ne vais pas faire du vélo, je vais plutôt faire de la trottinette ou du patin à roulettes parce que là, j'y arrive pas. Parce que cet apprentissage-là, il est essentiel. Et je pense que c'est plutôt de ça qu'on parle. C'est d'apprendre à tomber, à se relever, à faire face aux difficultés parce que c'est ça qui rend la personne résiliente. La personne résiliente, c'est aussi quelqu'un qui sait rebondir, qui sait se réadapter, qui sait changer de métier, qui sait changer de pays, pourquoi pas, mais qui sait se mettre dans des configurations diverses parce que l'environnement et l'écosystème l'y poussent ou parce qu'elle elle le recherche. Mais je crois que le sujet est plutôt là parce que si on zappe après des missions à succès, parce que potentiellement on s'est lassé ou parce que on a l'impression d'avoir fait le tour. Peut-être qu'on aurait pu faire le tour encore plus et encore plus et encore plus. Mais pourquoi pas finalement, si c'est après une mission à succès, pourquoi pas passer ailleurs? En revanche, ce qui me chagrinerait plus, c'est de constater que dans le zapping, c'est un zapping de défaitisme. C'est-à-dire qu'il y a un zapping suite à des non-réussites. Ça me paraît plus problématique. Mais moi, j'ai des souvenirs, et en lien avec ta question sur les mauvais conseils, j'ai des souvenirs d'un temps où on me disait, ah ben non, pour faire de la recherche sur un sujet, il faut 25 ans minimum. C'est-à-dire il faut rechercher 25 ans avant de pouvoir écrire un papier. Puis moi, j'ai choisi de faire autrement parce que je n'avais pas ce temps des 25 ans à attendre pour chercher sur les sujets. Et puis surtout que je n'étais pas de ce tempérament-là. Et certains le sont et vont avoir une connaissance bien plus approfondie d'un sujet qui va être essentiel à l'écosystème et à la complémentarité avec d'autres types de profils. Donc, chacun doit faire aussi en fonction de ce qu'il peut et de ce qui a de l'attrait pour lui. Je trouve qu'il y a aussi un autre point commun en fait dans les jeunes générations. Tu vas me dire si tu as le même point de vue, c'est que quand tu parles avec des jeunes adultes ou des adolescents, en fait, très souvent, en fait, ce qu'ils placent en priorité au cœur de leur métier, c'est la passion, c'est l'affect, c'est aussi donner du sens à son travail, d'avoir un métier qui a du sens. Est-ce que c'est une bonne chose que de placer à ce point-là la passion et l'affect au cœur de nos métiers? Est-ce que ça n'a pas des limites
Et une autre question, c'est est-ce qu'on peut forcément tous faire des métiers qui ont du sens ou pas? Alors, je pense qu'il y a des métiers qui ont plus ou moins de sens, mais je pense aussi qu'on peut trouver plus ou moins de sens à son métier. On peut travailler dans un métier qui a beaucoup de sens sans trouver beaucoup de sens, mais on a du sens social, c'est-à-dire qu'on se sent bien socialement par rapport à l'image que reflète ce métier sur le marché du travail. Si on travaille dans le milieu de la santé, par exemple, socialement, ça a plus de sens que quand on travaille dans un milieu qui peut être différent. Et c'est notamment la grosse crise de l'engagement qu'a vécu la banque suite à Lehman Brothers et au scandale Kerviel. Donc, l'image sociale est un facteur d'engagement et elle peut être très importante. Mais on peut travailler dans tout type d'environnement et y trouver du sens parce que un lien social avec les collègues, parce que une impression d'utilité à l'organisation et de contribution à la réussite du système, que ce soit du système social et sociétal ou du système de son organisation en tant que tel. Et il faut de tout pour faire un monde, c'est-à-dire que le monde, il est constitué d'une multitude de choses et évidemment, quand on peut contribuer à en faire un monde meilleur et plus sain et plus circulaire et plus inclusif. C'est formidable quand on a cette chance ou quand on arrive à avoir cette opportunité. Et j'aime pas l'expression avoir cette opportunité, j'aimerais plus dire à prendre cette opportunité et à se la créer, mais tout en ayant conscience que c'est pas toujours évident, que ça dépend de beaucoup de choses, que ça dépend de notre éducation, que ça dépend de l'endroit où on est né, que ça dépend du milieu duquel on vient. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça de se créer les opportunités. C'est quelque chose voilà, d'éminemment, enfin, sans faire du Bourdieu, d'éminemment lié à la transmission qu'on a reçue. Et, mais je pense que cette idée de sens dépend aussi de chacun et de la manière dont on perçoit son métier et son activité. Et qu'en mettant d'autres lunettes, on peut voir d'autres choses. Un point qu'on partage aussi avec Isabelle Rouen qui tient le podcast Les métiers du futur, un point qui est essentiel, c'est l'obsolescence de plus en plus rapide des compétences. Tout ça s'accélère à vitesse grand V. Comment, selon toi, on peut favoriser, optimiser l'apprentissage des jeunes générations pour qu'elles sachent s'adapter à cette accélération? Alors, pour moi, il y a des choses qui reposent beaucoup sur l'éducation à l'école. Quand même. C'est-à-dire que l'éducation à l'école, sur 60 compétences demandées en premier cycle de maternelle, il y en a 3 qui sont collectives. C'est en soi déjà un très gros problème, puisqu'après on arrive en entreprise et du jour au lendemain, on nous dit, bon, ben voilà, il y a un référentiel de compétences, où est-ce que tu te situes au niveau collectif? Quand toute notre vie, on nous a évalués sur des critères individuels dès la plus petite enfance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que ça ne change pas le fond du problème. Le fond du problème étant que, du coup, il va falloir qu'on inculque cette plasticité et cette neuroplasticité parce qu'au final, on ne sait pas quels seront les métiers de demain. On sait juste qu'ils vont changer, qu'ils vont évoluer, qu'ils vont bouger, que peut-être quand on arrivera sur le marché de l'emploi, ils seront encore différents. Donc, pour moi, il y a cette curiosité à inculquer. Il y a cette plasticité, cette capacité à être flexible, à se dire, bon, ben voilà, c'est ça qui était prévu. Ben non, en fait, c'est ça qu'on va faire, en fait, parce que voilà, les choses, elles changent, les choses, elles bougent. Et puis, la vie, c'est pareil. La vie, c'est pareil. Donc, peut-être qu'on va se préparer 2 ans pour quelque chose et qu'au bout de 2 ans, il y aura plus ce besoin-là sur le marché. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'être curieux, de faire le plus de choses possible, de se dire que le cerveau, il peut ingurgiter un nombre d'informations absolument phénoménales et que il faut en profiter. Il faut en profiter. Il faut en profiter pour lire, pour écrire, pour voir de la peinture, pour écouter de la musique, pour faire du sport, pour regarder le sport, pour s'intéresser à tout type d'éléments. Et je crois qu'il y a une gymnastique géniale, c'est de se dire chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau sur un sujet que je ne connaissais pas. Je mets une page Wikipédia en aléatoire et puis je vais voir, je me renseigne sur des phénomènes nouveaux ou bien j'écoute de la musique que je ne connaissais pas au hasard. Et aujourd'hui, c'est facile. Je vois des films dans un registre que je n'aime pas, juste pour voir et pour modifier aussi mon goût, ma réceptivité, ma sensibilité par rapport aux choses. C'est génial. Alors, et un autre conseil, ça pourrait être aussi, je trouve,
d'interpeller des gens qui t'entourent et leur demander ce qu'ils font, leur parcours, mais aussi leur métier. Et je trouve que ça fait partie aussi d'une mécanique que je trouve géniale. C'est on rencontre tous une bonne dizaine de personnes par jour minimum, sauf si on est enfermé chez soi, mais on a l'occasion quand même multiple de poser des tas de questions et de découvrir des parcours de vie incroyables. Et c'est aussi d'autres occasions d'apprendre énormément, quoi. Bien sûr, et c'est ce que tu fais de manière très magique, parce que ça nous permet à tous de découvrir des métiers complètement inconnus pour nous, parce qu'en fait, on parle qu'à des gens qu'on connaît. Quand tu dis on rencontre une dizaine de personnes et il faut qu'on soit introduit pour leur parler, on est dans une culture en France où si on parle à un inconnu, enfin moi j'habite en région parisienne, si je parle à quelqu'un que je connais pas dans la rue, sauf s'il y a un lien quelconque, la personne va se demander ce que je lui veux. Et ça, on est dans une culture très rétive à la rencontre. On n'est pas du tout. Moi, j'ai habité dans des cultures beaucoup plus méditerranéennes où la rencontre est beaucoup plus facile et a beaucoup moins besoin de prétexte pour rentrer en communication. Et c'est une grande richesse. Ouais, je suis bien d'accord. C'est une mécanique que j'apprends, que je ne connaissais pas quand j'étais plus jeune. J'avais l'impression d'aller vers les autres, c'était les déranger. Je pense que j'ai été bien éduquée en parisienne. Alors, je te propose en fait de parler maintenant de ton prochain livre, qui est La stratégie du poulpe. Donc, juste pour expliquer, donc, dans ce livre que tu as écrit cette fois-ci seul, tu explores les modèles vertueux de la nature et tu décris comment ils pourraient nous inspirer et nous aider à améliorer nos vies et notre vie aussi dans les organisations. Alors d'abord, une première question, mais de 100% gratuite, de curiosité. Pourquoi ce titre, s'il te plaît ? C'est une question très importante parce que le titre, pour un auteur, c'est le point d'orgue du livre. Alors, c'est une très, très belle histoire, le titre, en plus que j'ai envie de raconter parce que j'ai mis 2 ans à le trouver. J'avais un tout autre titre au départ. Et puis, quand je l'ai trouvé, il se trouve que le titre était déjà pris, c'est-à-dire que la marque était déjà déposée. Donc, ça m'a brisé le cœur parce que c'était le titre qui m'est apparu comme une évidence. Et je vais vous dire pourquoi le poulpe après. Mais donc, ce titre était déjà pris, la marque était déposée. Et bon, je me suis dit, bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à trouver un autre animal, un autre titre, une autre articulation. Et c'était très, très dur. Et par le plus grand des hasards et avec la plus grande bienveillance possible, la personne qui s'appelle Henri Chély, qui avait déposé le titre, m'en a laissé l'usage. Il a accepté Incroyable. de m'en laisser l'usage alors qu'il avait déposé la marque. Et il se trouve qu'il est auteur lui aussi, qu'il écrit sur le sujet de l'entreprise libérée. Et je le remercie, voilà, pour ça, parce que c'est magnifique d'avoir fait ça, parce que ce titre me tenait à cœur. Alors, pourquoi ça me tenait à cœur ? Parce que le poulpe, c'est un animal fabuleux. Il est très étrange. On a été habitué à ce qu'il soit très terrifiant. Melville, Victor Hugo, Jules Verne nous l'avaient présenté comme un animal repoussant, voire un animal dangereux. Il est apparu il y a 500 millions d'années sur Terre, donc il faut se rendre compte de ce que c'est, 500 millions d'années. Il a un cerveau central qui est relié à 8 tentacules qui ont des millions de capteurs sensoriels, donc c'est un animal extrêmement perceptif. Il est hyper adaptable, hyper agile, rusé, il est capable de se régénérer. Il est capable de prendre l'aspect d'autres animaux, voire même d'une pierre pour tromper ses prédateurs. Il sait résoudre des énigmes, il sait utiliser des outils et il a des aptitudes cognitives proches de certains primates. Longtemps, on a cru qu'il était solitaire. Aujourd'hui, on sait qu'il sait construire des habitats collectifs. Il est joueur, il est autonome. Sa mère meurt à sa naissance, la mère du poulpe. Elle couvre ses œufs jusqu'à ce qu'ils puissent éclore et là, elle meurt d'épuisement. Et donc, elle calcule très, très exactement le temps qui lui reste à vivre pour savoir combien d'œufs elle peut pondre. Et ça, c'est fabuleux parce que du coup, elle meurt pile à leur naissance et si elle meurt plus tard, ça veut dire qu'elle aurait pu pondre plus d'œufs et elle meurt pile au moment où les œufs vont éclore et ils ont cette magie du vivant. C'est qu'ils peuvent voir à travers la membrane de l'œuf alors qu'ils sont encore dans l'œuf et apprendre des choses avant leur naissance. Oui, parce que j'allais te dire, du coup, il n'y a pas de transmission. Mais si, il y a une autre forme de transmission. Et ouais. La mère céphalopode, c'est un des seuls animaux qui ne transmet pas, du coup, par la mère à la naissance. Du coup, ils apprennent seuls. Mais avant
la naissance. Ils voient déjà dans la membrane de l'œuf, donc ils savent reconnaître qui sont les prédateurs, où est-ce qu'il faut aller, les techniques de chasse. C'est Voilà. génial. Alors ça, j'apprends des trucs de dingue. C'était tellement inspirant, le poulpe, en termes d'agilité, de capacité à se régénérer, de fonctionnement décentralisé avec un cerveau central, des tentacules, que ça ne pouvait être que lui qui illustre le livre. C'était une évidence, du coup, le titre. Alors justement, on touche du doigt un point que je voulais aborder avec toi, c'est que ça demande beaucoup de connaissances biologiques, de connaître les animaux, de connaître leur comportement et tout ça. Tu ne l'es pas. Tu n'es pas biologiste. Donc, comment tu es allée chercher en fait cette matière? Oui, alors je suis chercheuse et ce que j'ai gardé de la recherche, c'est que je sais chercher. Je sais chercher, je sais où aller chercher de l'information, je sais la trouver rapidement, je sais la retranscrire. Ma force dans le livre, c'était pas la biologie, puisque c'est pas un livre de biologie. Et si quelqu'un veut lire un livre de biologie, c'est pas la stratégie du poulpe qu'il va lire. En revanche, la stratégie du poulpe, c'est un livre en miroir entre ce que le monde du vivant fait et ce que nous, on pourrait reprendre, ce dont on pourrait s'inspirer, les analogies, le symbolisme du vivant. Puisque moi, ce que je connais, c'est le monde des organisations. Je suis coach, donc j'ai fait pendant très longtemps des milliers d'heures de coaching par an. Donc, ça donne un regard aussi sur ce qui nous manque dans notre développement personnel, dans nos vies personnelles, professionnelles, dans nos organisations et ce qui pourrait nous aider. Et c'est un sujet, la nature et le vivant, qui m'intéresse depuis très longtemps. J'y suis très sensible à titre personnel et je voulais écrire un livre pour tous ceux qui sont sensibles au sujet du vivant, qui sont ouverts à l'idée de changer de lunettes, de changer de paradigme. Et donc, évidemment, je me suis intéressée à la nature et aux auteurs qui écrivent sur le sujet pour écrire l'ouvrage. Mais la vraie valeur ajoutée, c'est de pouvoir mettre en perspective ces fonctionnements végétaux et animaux avec ce que nous, on pourrait faire, ce qu'on fait déjà avec les neurosciences. Par exemple, je vais parler des animaux qui apprennent par imitation et puis je vais faire un parallèle aussi sur le fait qu'on a un cerveau qui imite, on a un cerveau imitateur. Donc, tout le livre est ponctué à la fois d'exemples du vivant et puis de mise en perspective. Et justement, est-ce que tu pourrais, alors ça va être compliqué de résumer le livre en 2 minutes, mais pour toi, en quoi le monde du vivant peut nous aider à nous améliorer en fait? En quoi ils sont quelque part meilleurs ou plus forts? Est-ce qu'ils sont plus adaptables, ils sont plus agiles, ils sont plus résilients? Enfin, quelles sont leurs grandes qualités dont on pourrait s'inspirer fortement? Alors, les qualités sont énormes. Dans le livre, je parle à la fois des qualités de synchronisation, de communication, de ce qu'on appelle la coopétition, c'est-à-dire la collaboration avec des compétiteurs pour un objectif commun qu'on fait extrêmement peu, nous, dans nos organisations, et qui est très, très intéressant, puisqu'au final, on a un objectif commun, donc autant collaborer plutôt qu'être en compétition. Je vais parler de la manière dont le vivant utilise ses émotions, dont les émotions dites négatives. Le vivant fait assez peu de fois la même erreur. Alors que nous, on est un peu spécialiste de refaire les mêmes erreurs. Et encore plus fort, il y a cette transmission à l'espèce, souvent d'une erreur commise. Par exemple, le gibier, on a montré qu'il y avait cette transmission de la peur aux périodes de chasse. Et parce que la peur nous avertit d'un message, ils vont dans d'autres endroits, dans des endroits où la chasse est interdite, par exemple, à ces mêmes périodes. Et ils se le transmettent en intergénérationnel, cette connaissance et cette compréhension de ce que l'émotion a pu générer. Le rat, pareil, le rat a des émotions de regret qui lui évitent de faire 2 fois la même bêtise. Nous, on exploite assez peu en collectif ces émotions de regret. On ne les partage pas avec nos collègues. Généralement, quand on a des regrets, voire on le dit à quelqu'un qu'on a fait une erreur, mais ça reste du 1 à 1. On va rarement sur la place publique dire, ben voilà, j'ai mangé un petit peu de mort au rat, bien j'ai fait une erreur sur un fichier, ça serait bien que je la répète pas. Donc, tous ces fonctionnements-là, ils sont intéressants. Il y a beaucoup dans le livre, je parle aussi beaucoup de la gestion de l'énergie, de la manière dont le vivant se régénère, de la lenteur aussi du rapport au temps. Typiquement, les jeunes pousses d'un arbre, elles vont prendre leur temps et c'est ce qui permet aux cellules de rester petites.
le fait et du coup, elles sont petites, donc elles sont plus flexibles, elles sont plus souples et elles poussent mieux et de manière plus flexible après, elles se broient moins facilement. Et le fait qu'elles n'accèdent pas à la lumière tout de suite parce que les arbres adultes prennent toute la lumière et donc toute la photosynthèse, ça leur permet d'être épargnés des prédateurs parce que du coup, leurs feuilles sont moins sucrées et intéressent moins les chevreuils qui vont venir les manger. Donc, ce phénomène de lenteur, il a de la puissance. Il a de la puissance et nous, on est dans un rythme effréné où la lenteur, ça nous effraie, où personne n'a envie d'être qualifié de lent à l'école. Quand on nous mettait lent sur le bulletin, trop lent, c'était pas un compliment. Voilà. Non, rarement, je confirme. Voilà, j'avais envie d'écrire aussi un certain éloge de la lenteur ou plutôt d'un changement de rythme. Tu parlais des sportifs tout à l'heure. Les sportifs, ils savent se régénérer. Ils savent que le temps de récupération, il fait partie de la performance. Et nous, on a oublié ce temps de récupération complètement. Ce temps de récupération, c'est comme si c'était du temps perdu en organisation alors qu'il fait partie d'une performance. Donc, en termes d'agilité, d'adaptabilité, de résilience, on a plein de choses dont on pourrait s'inspirer. Je n'irai pas jusqu'à dire que le vivant est plus agile, plus adaptable ou plus résilient, mais en tout cas, il est agile, adaptable et résilient et on peut apprendre plein de choses et décider de mettre en place plein de choses en le regardant et en l'observant. Est-ce qu'il y a des entreprises, à ta connaissance, qui ont déjà eu ces mécaniques-là de transposition? Et si oui, juste comprendre concrètement ce qu'elles en ont retiré et comment elles l'ont appliqué au sein de leur organisation. Alors, le biomimétisme est depuis longtemps utilisé par l'entreprise sur les produits et sur la technologie. Donc, sur les produits et la technologie, on a plein d'exemples aujourd'hui, soit de prototypes, soit de produits déjà mis en place, d'inspiration du vivant. Je vais en prendre juste quelques-uns, peut-être un petit peu moins connus. On a la colle des moules. Tu sais, les moules, elles collent au rocher par une glu, en fait, une sorte de colle. Et cette colle, elle est comestible. Si jamais tu la manges, tu tombes pas malade. C'est une colle comestible. Et du coup, c'est quand même très, très utile, une colle comestible pour la technologie. Elle est utilisée aujourd'hui dans des chirurgies cardiovasculaires. Cette colle, cette reconstitution de la colle de la moule. Donc, c'est une première utilisation. On a les nageoires des baleines à bosse qui sont en ce moment utilisées dans des prototypes de pales d'éoliennes à l'impact sonore réduit, puisque les nageoires des baleines ont un impact sonore réduit et fendent la mer sans bruit, comme les pales d'éoliennes pourraient fendre l'air. On a les bancs de poissons qui ont inspiré les conceptions automobiles pour éviter les carambolages, parce que les bancs de poissons, ils sont des milliers ensemble et personne ne se rentre dedans. Voilà, donc ça inspire les algorithmes. Donc, sur les produits, on a beaucoup d'inspiration. Et sur les comportements organisationnels, on en a nettement moins. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire la stratégie du poulpe, parce qu'il n'y avait pas de livre qui mettait tout ça en perspective. Et dans la stratégie du poulpe, j'ai fait des interviews à la fin de dirigeants et d'experts qui mettaient en place des choses ou qui avaient un regard sur justement ces mises en place. Et parmi les exemples, j'ai un très bon exemple de la directrice R&D du groupe Le Saffre, qui s'appelle Carmen Arruda. Le groupe Le Saffre, c'est le leader mondial sur les levures dont on se sert pour faire du pain. Si vous allez à la boulangerie acheter de la levure fraîche, ce sera la petite hirondelle Le Saffre qui sera sur le paquet. Et du coup, elle a mis en place un plateau de R&D où elle a cassé tous les silos en se disant, voilà, dans la nature, la levure, la bactérie, le phage, c'est un virus qui infecte des bactéries et les champignons, ils vivent ensemble. Or, nous, dans notre manière de concevoir les équipes, chaque équipe était séparée. Et il faut une interdépendance et elle les a toutes regroupées sur un plateau projet. Et la direction fait partie de ce dispositif-là aussi et donne cette impulsion-là. Et ça, c'est une inspiration forte du vivant. J'ai aussi Mais comment ça a été accepté en fait ça au sein de l'entreprise? À quel point ça a été compliqué de le mettre en place et quels en sont? Est-ce qu'on a pu mesurer, tu vois, des effets ou des résultats? Alors, je ne voudrais pas parler à sa place, mais elle raconte que ça a été une petite révolution quand ça a été mis en place, puisque ceux qui travaillaient sur chaque type de micro-organisme
avaient la connaissance du micro-organisme et n'avaient pas l'habitude de travailler de manière symbiotique et en transversalité. Et ce qu'elle perçoit, c'est une communication beaucoup plus fluide aujourd'hui, des résultats bien plus performants, de compréhension de ce que fait l'autre et d'interdépendance entre les micro-organismes. Donc, ce sont des phénomènes vraiment intéressants et dans les témoignages, j'ai aussi un témoignage d'Asso Systèmes, du 3D Lab. C'est un laboratoire d'innovation qui a un fonctionnement collaboratif de ruche. Et ils définissent leur modèle comme une molécule où chacun n'a pas un rôle assigné, mais peut contribuer au lab à hauteur de 10%, je crois, de mémoire de son temps. Tous les collaborateurs au niveau monde donc viennent apporter quelque chose au lab, une aide, du mentoring, à un instant T, parce que le projet les intéresse, parce qu'ils ont une connaissance qui pourrait aider l'écosystème. Donc là, on est en plein dans des fonctionnements qui sont des exemples du vivant. C'est vraiment passionnant, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui est sans fin. Alors, pour terminer sur cet ouvrage, je me suis posé une question. On dit souvent que quand on analyse les animaux, ou même le monde du vivant en général, on fait beaucoup d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on met quand même des biais dans notre analyse. Et comment se prémunir de ce danger dans l'interprétation pour être sûr de bien analyser les choses, que tout cela, toute cette matière, elle nous apporte vraiment quelque chose d'objectif, en fait. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'avais ce regard de recherche qui voulait faire quelque chose de solide en termes scientifiques et en même temps, ce n'était pas possible aussi loin puisqu'il n'y a pas de recherche scientifique ou très, très peu sur ces mises en perspective-là. Néanmoins, dès le départ, j'ai senti ce danger d'anthropomorphisme en me disant attention, il faut bien poser les choses en toute humilité. L'idée de la stratégie du poulpe, c'est pas de faire du mimétisme. Donc, j'emploie jamais le mot biomimétisme. J'emploie le terme bio-inspiration parce que ce sont des analogies, c'est du symbolisme, c'est une respiration, c'est une bouffée d'air, en fait. J'ai voulu écrire ce livre pour que ce soit de l'oxygène. Et de l'oxygène en changeant de paradigme, en regardant les choses différemment, en apprenant plein de choses sur le vivant et les animaux et les végétaux, des choses qu'on ne connaissait pas, parce que souvent, on peut avoir des vies d'urbains ou parce qu'on ne s'y est pas intéressé avant. Et on se dit, ah ben oui, on pourrait apprendre plein de choses de la manière dont l'araignée, elle chasse, dans la manière dont le fou du Cap, il collabore avec le dauphin pour chasser les sardines et se nourrir. Il y a plein d'exemples qui peuvent être inspirants. Donc, le but, c'est de justement essayer le moins possible de prêter une intentionnalité au monde du vivant, ce qui est le principe de l'anthropomorphisme. Donc, j'ai évité d'employer les mots solidarité ou entraide, par exemple, parce que au final, l'intention n'est pas toujours très claire. On ne sait pas si, par exemple, on sait que l'abeille arrête de consommer ses ressources avant qu'elle s'épuise. Elle n'attend pas l'épuisement des ressources pour arrêter de les consommer, chose que l'humain ne sait pas faire. On ne sait pas si elle arrête parce que elle reçoit un signal de phéromone ou un signal biologique qui la pousse à arrêter, ou si elle arrête parce qu'elle se dit que les ressources vont s'épuiser. C'est très compliqué de savoir ce qui se passe dans la tête d'une abeille. Donc, je ne prétends pas savoir le faire. Ma seule volonté, ça a été de créer quelque chose qui soit d'abord un bel objet. J'ai été très attentive à faire du livre un bel objet parce que le poulpe, c'est très esthétique et qui fasse passer un moment de fraîcheur, c'est-à-dire qu'on vit dans des roues de hamster toute la journée. Et moi, j'avais envie de me dire que le lecteur allait sortir de sa roue de hamster sans prétendre que c'est un ouvrage scientifique, parce que ce n'est pas un ouvrage scientifique, avec ma connaissance du monde de l'entreprise, des neurosciences, de l'engagement, ma compréhension du vivant tel que j'ai pu le capter au fur et à mesure de mes recherches sur le sujet et surtout la mise en perspective entre ce que fait le vivant et ce que nous, on pourrait faire. C'est exactement ça. C'est le mot que j'avais depuis tout à l'heure, c'est la mise en perspective. Et merci pour j'ai hâte de le lire.
donc sorti le 7 octobre, c'est-à-dire c'est, je crois, jeudi prochain. Donc autant te dire que je vais me ruer chez mon libraire pour aller l'acheter. Merci. Je te remercie énormément pour tous ces éléments. On a beaucoup discuté, donc je ne vais pas te poser des questions sur le regard sur des épisodes, même si je sais que tu as écouté beaucoup d'épisodes et ça, j'en étais très contente et très fière. Je te propose en fait, pour conclure l'épisode, de passer à la moulinette de mes questions un peu rapides sur différents types de sujets, mais c'est surtout pour une façon de résumer un peu tout ce qu'on s'est dit aussi aujourd'hui. La première des questions, Emmanuel, c'est tu viens d'être nommé ministre de l'Éducation nationale et de l'orientation. Quelle est la première mesure que tu prends immédiatement ? La transdisciplinarité des enseignements. Ok, parfait. Tu reçois mon fiston, Tom, qui a 17 ans, bientôt 18. Quel conseil tu lui donnes pour l'aider à la fois dans son orientation, puis demain aussi dans sa carrière, enfin quand je dis carrière, dans son travail? Alors, j'ai envie de ne pas lui donner de conseils et de l'écouter plutôt. Je trouve que souvent on donne des conseils un peu trop tôt avant d'écouter et puis d'arriver peut-être avec des outils de coaching, parce que le coaching est fabuleux pour ça, à faire émerger avec lui ce qui constitue son moteur à court terme, à moyen terme, à long terme, mais ce ne sont pas forcément les mêmes moteurs. Je serais plutôt dans une phase d'écoute qu'une phase de conseil, je crois. Je crois qu'il va adorer ta réponse. Maman, j'en ai marre des conseils. Je préférais discuter. Et du coup, justement, à sa maman, tu lui dirais quoi ? Écoute ton fils. Oui, et puis de miser sur ses forces, surtout de l'aider à cultiver ce qui lui plaît, de l'ouvrir sur tout. Et ce que tu fais déjà, je sais que ça l'ouvre à merveille parce que toute ton activité autour du podcast, c'est du pain béni pour s'ouvrir sur ce que peuvent être les réalités du monde du travail. Et puis aussi de le doter des outils qui lui permettront de croire en lui. Parce que je crois que la clé de Sésame, c'est quand même ça. Oh que oui, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Merci pour ces précieux conseils. Quel livre, ou podcast ou autre média tu pourrais nous conseiller pour nous inspirer justement dans cette quête d'orientation, de reconversion, plus globalement de sens au travail? Il y en a un milliard. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'écoute beaucoup de podcasts. J'adore les podcasts. J'adore le format du podcast. Je recommanderais ASAP, qui est un podcast d'Alexandre Zermati, qui est d'un éclectisme formidable, dans lequel on apprend plein de choses sur le monde du travail, sur l'inspiration de différents, non pas forcément métiers, mais de différentes activités. J'aime beaucoup Les métiers du futur d'Isabelle Rouen, dont tu parlais tout à l'heure, qui nous projette dans de la prospective de demain. J'aime bien le podcast. Alors, j'adore le podcast Femmes puissantes de Léa Salamé parce que je trouve que ça donne une sorte d'empuissancement, comme disent les Canadiens, où on peut se dire que tout est possible quand on écoute les témoignages de ces femmes extraordinaires. J'aime bien le podcast Gatéméry de Enger Sarr, qui parle du sens de la réussite. Exactement, qui interroge sur le sens de la réussite. Je viens de le découvrir et je le trouve super, ce podcast. Oui, je l'ai découvert à son début, avant qu'elle le lance, Enger, et je l'écoute avec joie à chaque fois. J'écoute les nouveaux épisodes avec plaisir et qui s'adresse beaucoup aux jeunes aussi qui cherchent leur voie et qui veulent aller dans une direction qui fasse sens pour eux. Alors, si on veut suivre ton actualité et surtout aussi te contacter, comment on procède ? LinkedIn, c'est le mieux. C'est le plus efficace. Ok. Alors, dernière question. En fait, pour conserver un peu l'idée de passage de flambeau, est-ce que tu as une idée où tu me conseillerais d'interroger quel autre expert dans tous ces sujets de l'orientation, de la reconversion ou du monde du travail d'ailleurs ? Alors, j'ai une idée en tête sur ce sujet et aussi bien sûr un contact, parce que sinon le challenge peut être haut à te communiquer sur la question des multipotentiels. Alors, ça peut se rapprocher du slashing. Ça se rapproche d'ailleurs un peu du slashing. Il n'y a pas une notion de haut potentiel dans les multipotentiels. C'est plus la multitude d'activités
de mélanger les activités, hein, des activités qui parfois se répondent, parfois un peu moins, des activités qui peuvent être indépendantes et salariées ou l'un des deux, mais cette multitude d'activités. Et je trouve qu'une expertise sur ça, c'est très intéressant pour le monde de demain. Ok. Écoute, merci énormément Emmanuelle. Pour finir, moi je te souhaite un très 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 beau succès, mais je crois que c'est déjà bien parti pour le lancement de ton nouveau livre, La stratégie du poulpe. Et encore 1000 fois merci. Merci à toi, c'était un plaisir de pouvoir échanger ensemble. Je te dis à très vite. À très bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant passionné que moi. Je vous invite à très vite dévorer les derniers ouvrages de Emmanuel Joseph Dailly, que sont Les talents cachés de votre cerveau au travail et son tout dernier bébé, La stratégie du poulpe. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à ce super épisode, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast et puis surtout, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, parlez-en à votre voisin journaliste. Bref, aidez-nous à faire voyager le podcast. À très vite pour un nouveau hors-série d'experts. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous.